Dans quelques instants, il va y avoir un petit événement. Là, ils sont au Sénat pour le Louvre. Joseph, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Ardennes, secrétaire de la commission de la culture au Sénat. Et donc, vous allez participer dans quelques instants à cette audition de la patronne du Louvre. Quelle est la première question que vous voulez lui poser? La première question, c'est d'évoquer la sidération qu'ont eu tous les Français lorsqu'on a découvert ce qui s'est passé dimanche. De vivre finalement peut-être un mauvais film. On a l'impression d'un scénario comme on en voit de temps en temps. C'est-à-dire on ne comprend pas un certain nombre donc d'alertes en termes d'alarme, de nacelles qui étaient installées comme ça en pleine rue. Donc se poser véritablement des questions sur ce sujet. Je poserai également des questions sur moi ce qui m'a particulièrement choqué, c'est l'endroit où étaient finalement installés ces bijoux de la couronne, avec des vitrines qui ont été changées, qui apparemment donc n'ont pas joué leur rôle. Et puis je comparais souvent, quand nous visitons les joyaux de la couronne dans la tour de Londres, eh bien on a déjà une mise en scène, on arrive dans une sorte de comme un coffre-fort avec une salle qui n'a pas d'ouverture, une mise en scène qui montre également qu'on va voir des collections particulièrement importantes et ce qu'on n'a pas apparemment là. Donc je vais bien entendu, on va poser des questions sur les défaillances, où sont les défaillances. Comme l'a dit le garde des Sceaux, on a failli, maintenant savoir mais qui a failli. Et quand vous venez d'entendre, on vient d'entendre Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui affirme que les dispositifs de sécurité du musée, ils ont bien fonctionné, les alarmes, etc., tout a bien fonctionné, et ça vous fait réagir comment? C'est très surprenant parce que tout ça en moins de 7 minutes, il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu associé apparemment au mois de septembre, début septembre, sur des alarmes, avec notamment une alarme qui avait été désactivée parce qu'elle se mettait en route trop régulièrement. Bon, je pense maintenant c'est le genre de questions qu'on va poser à Madame Descartes tout de suite. Est-ce que vous lui poserez aussi la question de sa démission? Est-ce qu'elle a déposé sa démission? Est-ce qu'elle a l'intention de déposer sa démission? Je pense que c'est ce qu'elle a fait hier, ça a été refusé. Maintenant, voilà, maintenant c'est l'enquête qui va dire où étaient les responsabilités. On va l'écouter avant d'avoir une opinion sur ce sujet. Merci beaucoup à vous, merci El Joseph, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse évidemment rejoindre vos collègues sénateurs de cette commission culturelle au Sénat, puisque c'est là que Laurence Descartes va être interrogée, auditionnée par les sénateurs. Alexandra Gonzalez, on va revenir sur ce que disait justement cette sénatrice qui va évoquer notamment la première chose dont elle parle, ce sont ces vitrines. Alors, il faut bien expliquer, évidemment, on va revenir là-dessus pour nos téléspectateurs. Ce sont les vitrines à l'intérieur desquelles il y avait ces 8 joyaux de la couronne qui ont été dérobés. Oui, vitrines qui avaient été échangées il y a quelques années, qui étaient très solides, affirme aujourd'hui le Louvre, même si les disqueuses ont eu raison de ces 2 vitrines, qui étaient suffisantes d'après le Louvre. On verra si la directrice du musée continue de maintenir cela lorsqu'elle sera auditionnée. Il va y avoir des questions aussi sur le fonctionnement de la sécurité à l'intérieur du musée. D'après nos informations, dès l'instant où les malfaiteurs ont commencé à utiliser leurs disqueuses sur la porte-fenêtre, ça a fait un bruit énorme, plus d'une centaine de décibels, et les agents qui se trouvaient dans la salle à ce moment-là, dans la galerie pour surveiller et puis parler avec le public, ont tout de suite donné l'alerte sur leur talkie-walkie, en plus des alarmes qui se sont déclenchées. Ça, c'est ce que dit Rachida Dati à l'instant. Dans tous les cas, ce qui va connaître là à l'intérieur de cette salle où l'audition de Laurence Descartes va avoir lieu, cette salle au Sénat où les sénateurs vont poser leurs questions les unes après les autres, donc notamment sur cette vitrine dont on était en train de parler ensemble, Alexandra, alors qu'on aperçoit effectivement le président notamment de la commission des affaires culturelles, de la culture du Sénat, et Laurence Descartes au centre qu'on aperçoit. Donc c'est la première fois, c'est sa première prise de parole finalement depuis 3 jours, depuis ce vol spectaculaire de dimanche. Laurence Descartes qui évidemment, Amandine Atalaya, elle aurait déposé sa démission, c'est ce que nous dit à nouveau cette sénatrice, une démission qui a été selon refusée. le Figaro, voilà, selon le Figaro, qui est le seul à avancer
cela, elle aurait déposé en effet sa démission et Emmanuel Macron l'aurait refusé, lui demandant, toujours selon le Figaro, de continuer de se battre. Pour l'instant, celle qui s'est battue publiquement et qui a porté le fer, c'est Rachida Dati, mais avec une forme de défense en attaque qui ne convainc pas du tout les oppositions, parce que Rachida Dati se contente de dire que le système de sécurité du Louvre a fonctionné, et la seule irresponsabilité qu'elle pointe, c'est celle de la mairie de Paris. Il faut préciser que Rachida Dati vise précisément la mairie de Paris elle-même, puisqu'elle dit que la mairie de Paris refuse trop de caméras de vidéosurveillance à l'extérieur, et donc il y a eu un défaut qui aurait permis peut-être d'éviter ou de retarder du moins cette attaque. Pour le reste, jamais Rachida Dati ne pointe précisément le moindre dysfonctionnement, la moindre faille avérée, et c'est cela qu'on va savoir avec Laurence Descartes. On va rentrer précisément dans les détails qui nous intéressent aujourd'hui, et il faut préciser qu'il y a eu en parallèle un travail avec un rapport de la Cour des comptes qui sera dévoilé dans 15 jours, qui, selon les premiers éléments dont nous disposons, est assez... si ce n'est assassin, du moins très dur, qui dit qu'il y a beaucoup précisément de retard accumulé, beaucoup de failles béantes, et que le Louvre a accumulé vraiment un retard considérable sur la gestion de sa sécurité, et que l'argent n'a pas toujours été mis là où il aurait dû être mis. Et on va retrouver Naoufel El Kawafi au Sénat, justement. Naoufel, cette commission qui s'apprête à auditionner Laurence Descartes. On a vu, tout est en place, on a vu la patronne du Louvre qui est installée et qui va prononcer quelques mots avant d'être auditionnée, interrogée. Elle va prendre la parole. Oui, ce sera d'ailleurs sa toute première déclaration depuis l'encambriolage de dimanche. Elle s'était faite très discrète ces derniers jours, elle qui était dans la tourmente après cet incroyable cambriolage qui est survenu dans son musée dimanche. Alors peut-être un mot sur le déroulé des faits dans quelques instants. Priorité au direct, on écoute le président de la commission de la culture. Répondu favorablement à notre invitation dans un délai que nous savons court. Sur ce cambriolage, voici dans les grandes lignes ce que nous savons à cette heure, et bien sûr vous compléterez dans quelques instants notre degré de connaissance. Dimanche 19 octobre, dans les premières minutes de l'ouverture du musée du Louvre, les cambrioleurs se sont introduits depuis des quais de la Seine dans la galerie d'Apollon, qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la couronne, s'emparant d'un butin d'une très grande valeur. Celui-ci comprendrait notamment, et vous pourrez compléter ce triste inventaire, des bijoux des premiers et second empires, de la reine Marie-Amélie, de la reine Hortense, de l'impératrice Marie-Louise et de l'impératrice Eugénie. Les voleurs ont laissé échapper dans leur fuite la couronne de l'impératrice Eugénie, qui a été endommagée par sa chute. Bien entendu, ce butin serait difficile à revendre tel quel. Il est cependant à craindre que les pierres et les métaux précieux qui le composent et qui possèdent une grande valeur intrinsèque ne soient démontés, retaillés et écoulés séparément, ce qui représenterait une catastrophe définitive du point de vue patrimonial. Une enquête pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme. Les cambrioleurs n'ont à cette heure pas été retrouvés. Selon le communiqué publié dimanche après-midi par le ministère de la Culture, les 5 agents du Louvre, présents à proximité immédiate, ont immédiatement appliqué le protocole et provoqué la fuite des cambrioleurs. La ministre de la Culture a indiqué dans la journée d'hier, elle a répété cet après-midi ici au Sénat, que les dispositifs de sécurité du musée avaient bien fonctionné. La gravité extrême de ce cambriolage et l'apparente facilité avec laquelle il a été perpétré interpellent cependant profondément et suscitent évidemment de nombreuses interrogations de notre part. Avant de laisser la parole à mes collègues dans quelques minutes, je vais lister quelques-uns des points sur lesquels il est indispensable de faire toute la lumière devant nos concitoyens. Nous avons d'abord besoin de comprendre le déroulé exact et précis des faits, ainsi que les conditions dans lesquelles les procédures et les dispositifs de sécurité du Louvre ont été activés. La question n'est pas seulement de savoir s'ils ont bien fonctionné, il faut également établir s'ils étaient adaptés et suffisants. La presse a évoqué un certain nombre d'éléments de manière souvent confuse.
le déclenchement ou non des alarmes, le délai dans lequel les forces de l'ordre ont été prévenues et sont intervenues, le rôle des surveillants, le remplacement récent des vitrages, ainsi qu'un déploiement insuffisant des caméras de surveillance. Sur ce dernier point, combien y en a-t-il d'ailleurs à l'intérieur du musée, mais aussi à l'extérieur? Nous devons être éclairés de manière très précise sur ces différents points. En élargissant ensuite la focale, nous avons besoin de comprendre le cadre général de sécurité et de la sûreté du Louvre et comment il a évolué au cours de ces dernières années. Nous souhaitons également comprendre votre approche de ce sujet, Madame la Présidente, alors que le Louvre entre dans une phase de grande transformation. Avant de laisser la parole à mes collègues, je vais bien sûr, Madame la Présidente, vous laisser la parole pour une première intervention entre 10 et 15 minutes. Votre parole s'est faite rare. Nous sommes donc très désireux de vous entendre et la présence de journalistes également montre que nous avons besoin de savoir précisément ce qui s'est passé. Mes collègues ensuite auront de nombreuses questions à vous poser. Je donnerai d'abord la parole à notre rapporteur budgétaire sur les sujets de patrimoine et donc muséaux, Sabine Drexler, avant de passer aux représentants de chacun des groupes et de l'ensemble des sénateurs, s'ils le souhaitent. Madame la Présidente, je vais vous laisser la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je souhaiterais avant toute chose vous remercier de m'avoir convié aujourd'hui au sein de cette commission afin de m'exprimer sur le vol brutal qui a eu lieu au musée du Louvre le dimanche 19 octobre 2025 au matin. Ce drame a profondément choqué les agents du musée du Louvre. Il a profondément choqué nos concitoyens. Il a profondément choqué toutes celles et tous ceux qui aiment le Louvre et admirent nos collections bien au-delà de nos frontières. Leur émotion est à la hauteur de ce que représente le patrimoine insigne qui nous a été dérobé. Le Louvre est le musée de tous les Français. Les collections qui nous sont confiées sont des collections nationales. Notre musée porte aussi à travers le monde l'image de la France. Il est l'écrin de notre histoire et le symbole de nos valeurs. Les nombreux messages de solidarité et de soutien reçus du monde entier témoignent de cet écho international. Je veux les en remercier. Mesdames et messieurs, je prends pour la première fois la parole depuis les faits qui se sont produits il y a un peu plus de 3 jours. Depuis lors, j'ai fait face à toutes mes responsabilités. J'ai vu mon nom jeté en pâture, j'ai vu des articles de presse malveillants se diffuser et de fausses informations prospérer. Je tiens à souligner que ces attaques ont aussi visé Madame Dominique Buffin, directrice de l'accueil du public et de la surveillance, présente ici à mes côtés. À travers nous, c'est bien évidemment le Louvre et ses agents que l'on dénigre. Rien de cela ne m'a étonné, mais rien de cela ne m'a détourné de ma mission. Je veux donc aujourd'hui rétablir quelques vérités puisque vous m'en donnez l'opportunité. Depuis dimanche dernier, j'ai été présente aux côtés des 2300 agents du musée du Louvre. Comme eux, profondément bouleversés par cette agression brutale. Comme eux, déterminés à rouvrir dans les meilleures conditions possibles les portes du plus grand musée du monde. C'est chose faite depuis ce matin. Cette ouverture était attendue de nos publics, elle est notre raison d'être. Les musées ne sont pas et ne seront jamais des forteresses, ils sont par nature ouverts. Ils sont des lieux de découverte, d'apprentissage et de plaisir. Le musée du Louvre accueille 9 millions de visiteurs par an. Cette complexité est au cœur de notre travail. Notre mission première est de protéger le patrimoine culturel commun dont nous avons la charge, tout en le partageant avec le plus grand nombre. L'attaque de dimanche nous rappelle douloureusement que la violence criminelle ne s'arrête pas à nos murs. Le Louvre, comme bien d'autres musées sur notre territoire et dans le monde entier, n'est pas préservé de la brutalisation croissante de nos sociétés. Dimanche s'est produit ce que tous les professionnels des musées redoutent, matin, midi et soir, le vol des œuvres dont nous assurons la protection. Je veux ici rendre hommage au professionnalisme et à l'engagement sans faille des équipes du musée du Louvre, qui travaillent dans des conditions difficiles au quotidien, particulièrement en ces moments éprouvants. C'est une blessure immense qui nous a été infligée, je la vis profondément, en tant que présidente directrice du musée du Louvre, en tant que conservatrice générale du patrimoine, en tant que citoyenne. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à la représentation nationale qui m'autorise aujourd'hui d'abord à apporter des éclairages objectifs et fondés sur la sûreté des collections que le Louvre abrite, ensuite à rendre compte des éléments factuels que nous connaissons à ce stade sur le vol de dimanche, enfin à présenter les mesures qui pourront être adoptées dès aujourd'hui et sur le temps plus long pour prémunir le Louvre contre de futures agressions. En premier lieu, je vais apporter des éclairages objectifs et fondés sur la sûreté des collections que le Louvre abrite.
Par sa violence, ce vol blesse notre institution dans sa mission la plus profonde. Croyez-le bien, il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni. Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec. 8 objets d'une valeur patrimoniale immense, témoins de l'histoire de notre pays, conservés dans le cœur historique du Palais du Louvre, nous ont été arrachés. Une enquête confiée à la police judiciaire sous l'autorité du parquet de Paris est en cours. Elle permettra d'éclairer toutes les circonstances du vol. Je ne veux toutefois pas laisser penser que ce vol est une fatalité. Je n'ai cessé, depuis ma prise de fonction en septembre 2021, d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et ses infrastructures. Le 30 avril 2024, devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je prononçais ces phrases. Pourtant, les chantiers de restauration que nous portons depuis 2 ans et les réformes que nous menons pour redonner le goût du Louvre à nos visiteurs ne peuvent à elles seules pallier les difficultés structurelles de l'établissement. Le geste fondateur du Grand Louvre a fait oublier les besoins structurels d'un palais qui est aussi un musée, d'un musée qui est aussi un palais, dont des pans entiers n'ont pas été touchés par les travaux des années 80. En résulte aujourd'hui une multiplication d'avaries dans les espaces du musée, l'obsolescence de nos équipements techniques et l'inadaptation de nos bâtiments face aux effets du changement climatique. Tels étaient mes propos, ils sont hélas d'une brûlante actualité. Le Louvre est non seulement le musée le plus fréquenté du monde, il est aussi un monument historique immensément vaste. Il compte 244 000 mètres carrés de plancher, 86 000 mètres carrés d'espace muséographique, 37 hectares de domaines, 33 000 œuvres sont présentées dans les salles. Y mener des travaux de rénovation implique donc nécessairement de s'engager sur la longue durée, en ne fermant que certains secteurs du musée, étape par étape. Il ne serait pas concevable de fermer le Louvre au public. Ces travaux requièrent un temps considérable d'analyse et de diagnostic. Ils sont soumis aux procédures complexes et lentes des marchés publics. Vous, législateurs, le savez mieux que personne. Ces transformations doivent être anticipées, programmées. Elles se déroulent nécessairement sur plusieurs années. J'en viens à présent au schéma directeur des équipements de sûreté. Face à la situation préoccupante des installations de sûreté du musée que j'ai découvert plusieurs mois après mon arrivée, j'ai accéléré l'élaboration d'un schéma directeur de modernisation des équipements de sûreté. Ce plan couvre tous les domaines de la sûreté. Postes de contrôle dotés d'équipements modernes, dispositifs informatiques en réseau, renforcement de la vidéoprotection, contrôle anti-intrusion, système de badge. De 2022 à 2024, les études ont été menées par la maîtrise d'œuvre spécialisée pour effectuer un diagnostic complet de l'état de nos équipements et définir le programme de travaux. Les marchés ont été lancés à la fin de l'année 2024 pour des travaux qui débuteront au premier semestre 2026. Ils se poursuivront à minima jusqu'en 2033. Ce schéma directeur des équipements de sûreté est évalué à hauteur de 80 millions d'euros. Il s'intègre dans le plan Nouvelle Renaissance annoncé par le président de la République le 28 janvier dernier. Je veux ici remercier le président de la République et la ministre de la Culture. Sans leur soutien, sans leur lucidité sur l'état du Louvre, rien ne serait aujourd'hui lancé. Le montant très important de ce plan illustre l'importance de la marche technique que nous avons à franchir. Cependant, au regard de l'urgence et des délais inhérents à de tels plans, j'ai demandé que des mesures rapides soient mises en place. Ainsi, depuis 2022, tous les projets de rénovation de salles ou de changement muséographique s'accompagnent de manière systématique d'une reprise des dispositifs de sûreté, notamment en ce qui concerne l'extension de la vidéoprotection. À titre d'exemple, l'exposition Naples à Paris en 2023, qui accueillait les chefs du musée de Capodimonte, donc en 2023, dans la grande galerie du musée, cette exposition a été l'occasion d'étendre le réseau de caméras numériques dans cet espace iconique du musée, qui en disposait en nombre insuffisant. À ce sujet, les fuites organisées sur le rapport provisoire de la Cour des comptes constituent une grave mise en danger pour la sécurité du musée. Ces éléments avaient été remis en main propre à l'équipe de la Cour sous pli cacheté. Nous avions alerté la Cour sur le risque majeur que faisait courir au Louvre l'inscription de ces éléments dans le rapport provisoire. Je déplore que ces éléments soient sortis. Concernant la sécurisation du domaine du Louvre et des Tuileries, j'ai également poursuivi la sécurisation périmétrique du bâtiment et de ses abords en finalisant en 2022 la pose de nouvelles grilles autour du domaine sur les accès qui en étaient dépourvus. En ce qui concerne les grilles existantes, toutes classées monuments historiques, un programme de restauration... Voilà, je vous laisse les espies en bleu en bas et en bas là en blanc. Voilà. J'ai demandé à ce qu'il soit complété par des dispositifs anti-béliers, conformément aux préconisations de la préfecture de police, dont le rapport m'a été remis en décembre 2023.
Le premier de ces équipements est en cours de pose en ce moment même. Concernant à présent l'amélioration de notre organisation et de nos procédures, la sûreté du musée s'appuie sur des équipements, mais ces moyens ne suffisent pas sans des équipes formées et des procédures bien appliquées. Sur ce sujet, au cours des 10 dernières années, le musée a connu une baisse de ses effectifs de surveillance et de sûreté. Sous ma présidence, ces effectifs n'ont pas baissé. Depuis 2022, ils ont même progressé de 5,5% grâce au recrutement direct permis par le ministère de la Culture. Concernant les procédures, je pense qu'il est toujours nécessaire de bénéficier d'une expertise extérieure pour analyser nos méthodes de travail. Au début de cette année, j'ai demandé à la préfecture de police de mener une étude sur notre organisation de la sûreté de nuit. Le rapport a été rendu cet été et nous allons en appliquer les recommandations. Laissez-moi à présent vous rendre compte des éléments factuels que nous connaissons à ce stade sur le vol de dimanche. Avant de vous exposer le déroulé des événements tels que nous le connaissons, je veux saluer les équipes du musée du Louvre et particulièrement les agents de la direction de l'accueil du public et de la surveillance et les agents de contrôle qui ont participé à l'évacuation du public. Nos agents, je le rappelle, ne sont pas armés. 4 d'entre eux étaient présents au moment des faits dans la galerie d'Apollon. Ils ont suivi avec réactivité, exactitude et sang-froid le protocole de sécurité, alerté les services de police, sécurisé le périmètre et évacué dans le calme les visiteurs qui étaient présents dans les salles du musée. Grâce à leur professionnalisme, personne n'a été blessé. Dans ce cauchemar, aucune vie humaine n'a été touchée. Je veux aussi saluer l'intervention des agents de notre prestataire Securitas, qui ont poursuivi aux côtés des agents du Louvre les malfaiteurs aux abords du musée. J'ai également une pensée pour le département des objets d'art, si douloureusement touché par ce vol, ainsi que pour tous les conservateurs du Louvre. Notre musée est un collectif, et c'est en tant que collectif qu'il fait face aux événements de dimanche. Voici donc le déroulé des faits, je vous le partage ici avec la plus grande transparence. Le dimanche 19 octobre 2025 à 9h30, un camion nacelle se positionne aux abords immédiats du musée du Louvre quai François Mitterrand. Ce véhicule prend place sur le trottoir. Des individus munis de gilets de chantier l'entourent de plots de signalisation simulant une opération de maintenance. À l'aide de cette nacelle, ils se hissent jusqu'au balcon de la galerie d'Apollon et procèdent à l'effraction de la porte-fenêtre. Il est 9h34. Le détecteur d'alarme positionné sur la porte se déclenche aussitôt et transmet un signal au poste de sécurité. Alors que les voleurs pénètrent dans la galerie d'Apollon par l'ouverture créée par la vitre, un agent posté en salle lance un appel radio au poste de commandement pour signaler l'intrusion. Il est 9h35. L'évacuation de la salle est lancée. Les alarmes des 2 vitrines de la galerie d'Apollon se déclenchent. Attaqué avec une disqueuse, le verre de ces 2 vitrines de haute sécurité ne s'est pas brisé ni délité. À l'aide de leurs instruments lourds, les malfaiteurs ont créé des brèches au travers desquelles ils ont pu passer leurs mains. À 9h35 et 33 secondes, le chef d'exploitation du musée appelle le commissariat du 1er arrondissement pour signaler qu'un vol est en cours au musée du Louvre et demande l'intervention immédiate des forces de police. À 9h36, le bouton télésécurité police, appelé dispositif Ramsès, est activé depuis le PC central par un chef d'équipe. Il est relié à la préfecture de police. Là encore, le protocole de sécurité est suivi à la lettre. À 9h37, un message demandant la fermeture des portes publiques et des portes réservées au personnel est diffusé. À 9h38, moins de 4 minutes après le déclenchement de la première alarme, les voleurs quittent la scène du crime par la même fenêtre de la galerie d'Apollon. Ils emportent avec eux 9 pièces issues des collections du département des objets d'art du musée. Aux abords du musée, les équipes de surveillance mettent en fuite les criminels, les empêchant de mettre le feu à leur véhicule. Dans la précipitation, les malfaiteurs laissent derrière eux la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée. Elle a été analysée par le département des objets d'art, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Voici donc les faits bruts, détaillés le plus précisément possible. Maintenant, il nous en faut tirer les conclusions avec justesse et objectivité. Je remercie le président de la République qui a demandé ce matin, en Conseil des ministres, une accélération des mesures de sécurisation du musée du Louvre. Je remercie la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur pour leur soutien. Je vais à présent vous présenter les premières mesures qui pourront être prises dès aujourd'hui et sur le temps plus long pour prémunir le musée du Louvre contre de futures agressions. Elles seront mises en œuvre en coopération étroite avec le ministère de la Culture, la préfecture de police et la ville de Paris. Celles-ci sont de 2 ordres. La première pourront être mise en place à court terme. Elles incluent la sécurisation des abords immédiats du Louvre, en particulier de la chaussée. Je pense par exemple à des dispositifs de mise à distance, empêchant que des véhicules ne se garent au droit immédiat de nos bâtiments.
Je souhaite aussi solliciter le ministère de l'Intérieur pour étudier si l'installation d'un commissariat de police au sein du musée serait envisageable. Cette demande se justifie eu égard à la nature même du Louvre. Notre musée reçoit 30 000 visiteurs par jour, 2300 personnes y travaillent au quotidien. Il est une ville dans la ville qui accueille déjà un détachement de la 43e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les autres mesures se déploieront sur le temps long dans le cadre du projet global Louvre Nouvelle Renaissance. Elle concerne la mise en œuvre du schéma directeur des équipements de sûreté que je vous ai présenté un peu plus tôt. Ce plan doublera le nombre de caméras sur les 37 hectares du domaine du Louvre. Il modernisera entièrement les accès par badge au musée. Il mettra en place un nouveau système d'hypervision dans les postes de contrôle du musée, permettant un contrôle exhaustif et global de l'ensemble des informations du système de sûreté. Il renforcera la protection périmétrique de l'établissement, en particulier le système de vidéoprotection et de détection des intrusions qui sera modernisé et étendu. Ces mesures sont nécessaires et attendues. Je tiens cependant à rassurer nos concitoyens ainsi que nos partenaires nationaux et internationaux. Nous avons rouvert ce matin dans des conditions garantissant la sécurité des œuvres et des personnes. Notre musée a subi dimanche un choc immense qui nous ébranle tous. Je prends la pleine mesure de cet événement. J'ai la conviction que nous saurons collectivement dépasser ce traumatisme et mettre en œuvre au plus vite les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent. Soyez assurés que tous les agents du Louvre poursuivront avec détermination et fierté la mission première de notre musée, celle pour laquelle il a été fondé en 1793. Conserver les collections nationales, les partager avec les visiteurs et les transmettre aux générations futures. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, quelques-uns des éléments que je voulais rappeler en préambule de notre échange. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci Madame la Présidente. Donc vous confirmez bien que toutes les alarmes ont fonctionné? Absolument. Est-ce que les vidéos ont également fonctionné? Les vidéos ont fonctionné, absolument. À l'intérieur, est-ce qu'il y en avait à l'extérieur? Alors c'est là notre faiblesse, si nous venons directement au point faible. Au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Les faiblesses de notre protection périmétrique sont connues et identifiées. Après le vol de 1998 qui concernait un tableau de Corot qui avait été dérobé dans l'aile Sully, des caméras dites PTZ mobiles ont été installées en 2001. Elles ont ensuite été complétées par l'installation de caméras fixes. Et j'ai demandé le diagnostic des équipements de sûreté en 2021, au plus vite après mon arrivée. Le renforcement de la protection périmétrique est prévu dans le cadre du schéma directeur des équipements de sûreté. Ce schéma directeur inclut une protection complète périmétrique en vidéoprotection qui couvrira l'ensemble des façades, la pose de caméras thermiques fixes et de levée de doute, la mise en place d'un système d'hypervision qui analyse la totalité des caméras exploitées sur le domaine. Ce qui veut dire qu'à ce jour, il n'y a pas de caméra périmétrique. Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes. Alors, si on veut rentrer dans le détail des installations, je préfère passer la parole à Dominique Buffin. Mais le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, très clairement. Et malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest, et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Peut-être Madame la directrice, vous préciser les choses. Merci. J'ajouterai un complément qui est un point effectivement extrêmement important. Madame la Présidente a précisé le sujet de l'hyperviseur. Ces caméras, les caméras que nous allons demander à faire installer dans le cadre du schéma directeur des équipements techniques devront être reliées à de la détection, à de l'analyse d'images, de manière à permettre une analyse rapide par l'hyperviseur pour permettre une exploitation plus aisée et plus rapide depuis les PC. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est juste un homme ou une femme qui observe les caméras. Absolument. Sabine Drexler, rapporteur budgétaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente directrice, mes chers collègues. Donc cette intervention pour vous dire tout d'abord que je suis frappée, comme sans doute tous mes collègues ici présents, de constater que ce cambriolage qui nous obsède tous depuis dimanche est survenu alors que l'alarme avait été donnée à de nombreuses reprises au cours des dernières années sur la dégradation de la situation matérielle du Louvre et de son incapacité à faire face à de nombreux défis techniques. Désolé, je l'avais un peu cassé. Il y a quelques mois, dans cette même salle, à cette même place, Monsieur Kim Pham, administrateur général du Louvre, nous alertait déjà sur ce sujet.
Vous avez vous-même, Madame la Présidente, écrit au Président de la République en janvier de cette année pour l'informer des avaries récurrentes auxquelles fait face le musée du Louvre et dont on peut penser qu'elles s'étendent aux aspects de sécurité. En ce qui concerne très spécifiquement la sûreté de l'établissement, la presse se fait l'écho d'un pré-rapport très sévère de la Cour des comptes qui mentionne notamment les importants retards que subirait le déploiement du schéma directeur de modernisation des équipements de sûreté, et la Cour parle plus exactement de reports persistants. Ces éléments doivent bien entendu être regardés avec prudence dans la mesure où il ne s'agit pas d'un rapport définitif, et on se rappelle que M. Kim Pham avait d'ailleurs indiqué l'an dernier devant le Parlement que le déploiement de certains éléments de ce schéma était reporté à 2026. Vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse sur ce point, mais nous avons néanmoins besoin de réponses plus précises sur les questions suivantes. Alors, le retard vient-il du délai d'adoption du schéma directeur ou de sa mise en œuvre? Pouvez-vous nous indiquer combien de temps le Louvre a mis pour adopter son actuel schéma directeur de sûreté qui semble couvrir la période 2020-2029? Y en avait-il un autre avant? L'avez-vous mis en œuvre dès votre nomination comme présidente en 2021? Regrettez-vous certains de vos arbitrages budgétaires en faveur d'autres projets? D'où viennent les retards évoqués par la Cour des comptes dès lors qu'ils ne semblent pas principalement dus à des raisons budgétaires? Et très précisément, quel est le calendrier de mise en œuvre de ce schéma? Quand les investissements ont-ils effectivement commencé? Que reste-t-il à faire? Et question cruciale, de quels moyens sera-t-il doté? Je vous remercie. Présidente, je vais vous laisser répondre, bien sûr, vos équipes peuvent compléter. Je vais répondre de façon globale et puis je passerai la parole à l'administrateur général.